Bien, je vous propose de reprendre vos places. On a, grâce à l'efficacité du Collège de France, on a réussi à tout installer en quelques minutes. Je voulais remercier profondément Mathias Pessiglione d'avoir accepté de façon impromptue de remplacer notre oratrice Laura Schulz, qui ne peut pas venir des États-Unis, et de nous présenter ses travaux sur, vous voyez, j'avais oublié le titre, sur la fatigue cognitive. Donc c'est particulièrement pertinent pour mon état actuel. La fatigue cognitive. Mathias Pessiglione fait toute une série de recherches sur, on peut dire, la prise de décision en général, mais la prise de décision peut-être dans un contexte plus proche des situations de la vie quotidienne. Par exemple, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on procrastine, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce qu'on procrastine? Et je dois dire que ça nous arrive tous, donc c'est intéressant. Pourquoi est-ce qu'on a une fatigue cognitive? Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Que deviennent nos décisions dans des contextes qui sont peut-être plus naturels? Mathias Pessiglione est chef d'équipe à l'Institut du cerveau, tout près d'ici, à la Salpêtrière. Et je ne veux pas donner une introduction beaucoup plus longue peut-être, mais simplement mentionner qu'il est l'auteur d'un livre qui donne accès à ces résultats chez Odile Jacob, qui est paru il y a quelques années et qui s'appelle Les vacances de Momo Sapiens. Exactement. Je crois que c'est ça. Alors c'est Momo Sapiens qui est un personnage de notre vie, c'est nous tous, je crois, qui doit prendre des décisions et dont on examine comment il prend ses décisions dans la vie quotidienne, quelque chose comme ça. Voilà, on est vraiment ravis de t'accueillir aujourd'hui, Mathias, et de t'écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction très flatteuse et cordiale. Est-ce que tout le monde m'entend bien? J'ai pas de retour en fait. Oui, c'est bon? Ok. Donc je vais vous parler de fatigue cognitive. Et je vais commencer avec le monsieur qui est à l'écran. C'est effectivement un Momo sapiens. C'est un Momo sapiens célèbre, du moins pour les plus anciens d'entre nous. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est Garry Kasparov. C'est l'ancien champion du monde d'échecs, dont certains disent que c'est le meilleur joueur d'échecs de tous les temps, bien qu'on pourrait discuter avec Magnus Carlsen maintenant. Et ce qui m'intéresse dans Garry Kasparov, c'est le fait qu'il a été le premier champion du monde d'échecs à perdre contre une machine. Et vous vous rappelez de ça, c'était en 97, la machine s'appelait Deep Blue, c'était un super ordinateur, et ça fait un petit peu sensation, puisque c'était la première fois que l'homme perdait aux échecs. Donc un jeu qui est supposé mobiliser des capacités intellectuelles supérieures de l'homme contre une machine. Et donc les journalistes ont demandé à Garry Kasparov qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez perdu. Et ce qui m'intéresse dans sa réponse, c'est qu'il n'a pas dit bien sûr la machine a des super possibilités de calcul que l'homme n'a pas, etc. Non, il a dit en fait elle jouait tellement vite que je n'avais pas le temps de récupérer entre les coups et je me suis épuisé. Et ça, c'est intéressant parce que quand on y réfléchit, c'est peut-être une des différences essentielles entre l'homme et la machine, c'est-à-dire que les machines ne fatiguent pas. Elles peuvent jouer, si elles sont branchées évidemment sur le secteur, elles peuvent jouer aux échecs pendant des heures, des jours, alors que l'homme, typiquement, va fatiguer au bout de 4-5 heures et va commencer à faire des erreurs. Garry Kasparov a fait des erreurs au bout de 4-5 heures de jeu dans la partie qu'il n'aurait jamais fait s'il avait été dans un état normal, reposé, c'est du moins ce que disent les commentateurs. Et quand on y réfléchit, ce n'est pas complètement évident de savoir pourquoi, lorsqu'on ne bouge pas, mais simplement qu'on réfléchit, on finit par fatiguer. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Pourquoi est-ce que l'activité cérébrale engendrerait de la fatigue? Et donc c'est le problème que je me propose d'aborder avec vous aujourd'hui. Alors on va commencer par essayer de définir la fatigue. Les diapositives sont en anglais, mais évidemment je parle en français. En fait, on la définit en général comme un état objectif. C'est un état neurophysiologique, un état du cerveau et du corps, qui va être induit par un travail cognitif, donc une tâche intellectuelle. Alors, ce n'est pas forcément un travail, ça peut être un jeu, hein, comme aux échecs, mais cognitif. Donc, on ne s'intéresse pas à la fatigue chronique, comme on voit dans la maladie, mais à la fatigue aiguë, induite par une tâche en particulier, et qui est caractérisée par deux choses. Sur le plan subjectif, un vécu négatif, je me sens fatigué, comme a dit le professeur Dehaene tout à l'heure. Et sur le plan plus objectif, on va dire du comportement, comme une volonté de cesser son effort et de s'arrêter de travailler et de rechercher le repos ou le sommeil. Donc on part avec ces idées
très simple, l'intuition courante. Et pour poser un peu le cadre, de façon assez simple et schématique encore, qu'est-ce qui se passe en fait au cours d'une tâche qui va nous fatiguer? On part dans un état où il n'y a pas de fatigue, j'ai envie de travailler, je ne me plains pas, ma performance est au top de ce que je peux faire, mais la performance elle-même, et surtout la durée et la difficulté de cette performance, va entraîner un état de fatigue, donc je change d'état, et dans cet état de fatigue, je vais me plaindre, j'ai une sensation de fatigue, et je vais avoir du mal à maintenir ma performance. Alors, quelles sont les tâches, quelles sont les activités qui génèrent de la fatigue cognitive? On va dire en première approche, toutes les tâches qui demandent du contrôle cognitif. Alors, qu'est-ce que c'est que le contrôle cognitif? Dans le jargon des sciences cognitives, c'est ce qui s'oppose aux automatismes, aux routines. Si j'applique un plan préétabli, que j'ai entraîné dans mon cerveau au préalable, j'applique un automatisme. Je me lève le matin, je fais le café, je prends le métro, tout ça, ce sont des automatismes. Maintenant, si la situation est nouvelle, je n'ai pas forcément de routine préétablie pour savoir quoi faire dans ce contexte-là, je vais employer du contrôle cognitif. Ou si la routine préétablie n'est plus adaptée, parce qu'elle ne correspond plus à mes buts, je vais devoir changer de correspondance entre le contexte et le comportement. Là, je vais encore appliquer du contrôle cognitif. Alors, pour donner des exemples, et ce sont des exemples qui ont été employés dans les expériences de laboratoire, par exemple, soutenir la douleur, ça demande du contrôle cognitif. Et vous avez un test très simple. On demande aux participants de mettre la main dans de l'eau glacée, et pour mesurer ses capacités de contrôle, en langage courant, on dirait de volonté ou de force mentale, on mesure simplement le temps qui va tenir avec la main dans l'eau glacée. Évidemment, ça fait mal. Et pour supporter la douleur, il faut employer ce contrôle. Un autre exemple, eh bien, en situation sociale, je peux avoir des impulsions, je peux avoir envie, je ne sais pas, de me gratter, de bâiller. Là, je ne peux pas le faire parce que je suis devant des gens, en plus je suis filmé. Et donc, je dois inhiber ces impulsions. J'emploie du contrôle cognitif. Et alors, de façon plus subtile et plus précise, peut-être, dans les tâches de laboratoire, on va mettre en jeu différents degrés, différents niveaux ou difficultés de contrôle cognitif. Je vous présente ces tâches parce qu'elles vont revenir dans la suite de l'exposé. La première de ces tâches que je vous montre ici, c'est une tâche de n-back. La seconde, ce sera du switch entre tâches ou de l'alternance de tâches. Et en fait, ces deux types de tâches peuvent se faire sur une même séquence de stimuli. Donc ça va être les lettres qu'on vous présente à l'écran, par exemple toutes les secondes. Dans la tâche de n-back, vous devez dire si la lettre à l'écran actuellement est la même ou bien est différente de la lettre présentée n écrans auparavant. Et donc si on monte le n, par exemple de 1 à 3, on passe d'une tâche relativement facile à une tâche beaucoup plus exigeante. Dans l'alternance de tâches, on doit catégoriser les lettres, mais selon deux règles possibles. Donc il n'y a pas un seul mapping entre les stimuli et les lettres et les réponses gauche-droite qui correspondent aux deux catégories, puisque ça dépend de la couleur de la lettre. Donc on va dire par exemple, si la lettre est verte, alors je dois dire si c'est une voyelle ou une consonne. Si elle est rouge, je dois dire si c'est une minuscule ou une majuscule. Et on sait que la fréquence des switches, des alternances, c'est-à-dire des changements de couleur des lettres ici, va déterminer le niveau de difficulté de la tâche et donc la quantité de contrôle qu'il faut allouer à la tâche. Et on sait que ces tâches-là activent dans le cerveau un réseau assez bien caractérisé avec du cortex préfrontal latéral notamment. Je cite cette région parce qu'elle va revenir ensuite. Alors, imaginons qu'on fait faire ces tâches à nos sujets, à nos participants, aux volontaires de l'expérience. Comment est-ce qu'on va mesurer maintenant leur fatigue? Il y a plusieurs possibilités qui ont été utilisées dans la littérature. La plus simple, c'est simplement de demander au sujet. Donc ça fait appel au premier critère de fatigue, la sensation subjective. Est-ce que vous êtes fatigué? Alors on peut essayer de quantifier ça sur une échelle visuelle analogique. Le sujet va positionner un curseur entre pas du tout, je suis en pleine forme, et je suis complètement épuisé. Et ça a été très utile en fait pour documenter la fatigue dans les pathologies. Ça permet au patient d'exprimer son niveau de fatigue. Et en fait, il y a de la fatigue dans la plupart des maladies, dans les maladies neurologiques, après un AVC, dans la sclérose en plaques,
Dans les maladies dégénératives, vous avez de la fatigue. Dans les maladies psychiatriques, la dépression au premier chef, mais aussi le syndrome de fatigue chronique, les syndromes d'épuisement que les psychiatres en fait mettraient probablement dans l'ensemble des syndromes dépressifs. Tout ça, ce sont des cas de fatigue, et j'ai envie de dire, même au-delà de la neurologie et de la psychiatrie, même dans les affections qui ne touchent pas directement le cerveau, comme le cancer ou les maladies infectieuses, vous avez aussi de la fatigue. Donc on peut exprimer sa fatigue comme ça, avec des échelles analogiques, ou bien avec des questionnaires en clinique. Néanmoins, ces questionnaires ont été critiqués pour plusieurs raisons. D'abord, ça dépend d'une sensation subjective et de la capacité à la rapporter. Sensation qui peut être compromise dans un certain nombre de maladies. Si on pense à la démence ou à la schizophrénie, ces patients n'ont pas forcément un bon insight. Mais j'ai envie de dire que personne sur la fatigue n'a vraiment un bon insight. On le voit chez les enfants qui vont insister pour ne pas se coucher alors qu'ils n'arrivent pas à se concentrer sur rien. Mais on le voit même chez les adultes. Vous avez des syndromes d'épuisement complet qu'on voit au travail et la personne ne se rend pas compte à quel point elle est fatiguée. Elle va l'admettre après. Je ne me rendais pas compte à quel point j'étais fatigué. Donc il y a une dissociation entre l'état objectif de fatigue du cerveau-corps et ce que le sujet peut rapporter. Bon, ensuite, un autre problème, c'est le même problème que toutes les échelles analogiques pour faire un rapport subjectif, c'est que ça dépend un petit peu de l'interprétation du sujet, notamment comment il interprète les labels, les extrêmes de l'échelle. Qu'est-ce que ça veut dire je suis maximalement épuisé ou pas du tout épuisé. Et puis ensuite, les participants confondent souvent plusieurs choses dans leur jugement. Quand on leur demande la fatigue, en fait, ils rapportent plusieurs sentiments négatifs. Ça peut être de l'humeur négative, ça peut être de la frustration par rapport à la tâche, ça peut être de l'ennui ou de la lassitude par rapport à la tâche qu'on leur demande de faire, qui fait que les jugements de fatigue ne sont pas complètement purs. Et puis vous avez des effets qu'on appelle des effets de désirabilité, c'est-à-dire que certaines personnes veulent se montrer fortes et donc ne vont jamais admettre qu'elles sont fatiguées. D'autres personnes, au contraire, vont se plaindre qu'elles sont fatiguées, même quand elles ne le sont pas vraiment. Donc pour toutes ces raisons, les échelles subjectives de fatigue ont été questionnées. Ça marche relativement bien quand on suit une personne au cours du temps, donc pour les études longitudinales. Ça marche moins bien quand on veut comparer les niveaux de fatigue entre différentes personnes. Donc je passe au deuxième critère. Le deuxième critère, c'est simplement la performance. Donc on peut regarder, au cours d'une tâche fatigante, comment la performance va évoluer, en se disant qu'à partir du moment où la performance diminue, eh bien, cela signe la fatigue de mon participant. Alors en fait, ce n'est pas si simple que ça, parce que tous les patterns d'évolution de la performance peuvent être observés. Vous avez des augmentations de la performance qui sont en général liées à des effets d'apprentissage ou d'entraînement ou d'automatisation. Vous avez des cas où la performance ne bouge pas, et puis vous avez des cas effectivement où la performance diminue, mais là encore, est-ce que c'est vraiment dû à la fatigue? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs confondants? Est-ce que ce n'est pas dû à l'ennui, à la frustration, à la lassitude, à un manque de motivation, etc. Donc le rapport de performance n'est pas non plus complètement transparent. Alors pour éviter notamment le facteur confondant avec l'ennui ou la frustration qui est lié à la répétition de la même tâche, certains auteurs ont proposé, plutôt que de regarder la performance au cours d'une tâche, de changer de tâche. Donc c'est le paradigme des tâches séquentielles. Vous avez une première tâche qui permet de générer de la fatigue, d'induire de la fatigue chez le participant, et une seconde tâche qui permet de la révéler. Et comme la seconde tâche est nouvelle, a priori l'ennui ne peut pas jouer. Et ce type de paradigme dit séquentiel a été étudié en particulier dans le cadre d'une théorie que je présente pour la critiquer tout de suite après, vous allez voir, qui s'appelle en anglais Ego Depletion Theory. Donc en français, ça sonne un petit peu bizarrement, mais la théorie de la déplétion du moi, on va dire. On pourrait dire la déplétion du self-control. En fait, ça nous vient de la psychologie sociale, qui utilise cette notion de self-control, qui n'est pas si loin du contrôle cognitif, et qui fait les hypothèses suivantes. 1, la capacité de self-control est commune à un certain nombre de tâches. 2, elle repose sur une ressource limitée. Et 3, cette ressource s'épuise quand on s'en sert. Et donc le mécanisme, c'est si j'utilise du self-control, je vais épuiser mes ressources. Et si on me propose une autre tâche qui demande aussi du self-control, on va voir à ce moment-là mes performances diminuer. Et c'est ce qui a été montré dans un certain nombre d'études
alors qui parfois peuvent faire un petit peu sourire. Par exemple, celle-ci, vous avez 2 groupes de participants. Pour chaque participant, vous avez sur la table un cookie et un radis. Pour le premier groupe est autorisé à manger le cookie, qui est supposé être meilleur que le radis. Et le second groupe, les participants du second groupe sont obligés de manger le radis. Et l'idée, c'est que si on mange le radis, eh ben, on contrôle ses impulsions de manger le cookie, et donc on l'épuise les ressources de contrôle. Et ça va se voir sur la tâche qu'on fait ensuite. C'est une tâche de résolution d'anagrammes qui sont en fait insolvables. Et on regarde simplement le temps que les participants vont consacrer à essayer de résoudre ces anagrammes qu'on ne peut pas résoudre. Et le résultat est celui-là, donc la performance est meilleure quand on a mangé le cookie, donc on ne s'est pas retenu, que quand on a mangé le radis. Alors, aussi oui, anecdotique que ça puisse paraître, cette théorie a été prise au sérieux pendant peut-être 2 décennies, avant d'être très sérieusement critiquée, pour plusieurs raisons. D'abord, il y a des raisons théoriques. La première raison, c'est qu'on ne voit pas bien ce que c'est que la ressource sur le plan biologique. En fait, les auteurs utilisent la ressource sur le plan métaphorique. On ne sait pas très bien à quoi ça correspond. Quand ils ont été pressés de se prononcer, ils ont proposé que ce soit le glucose dans le sang, que quand on se contrôle, on épuise le taux de glucose sanguin. Et ils ont commencé à apporter des arguments en montrant que si on consomme une boisson sucrée, on peut contrer ces effets de déplétion. Arguments qui ont été battus en brèche ensuite parce qu'on a montré qu'il suffisait de mettre la boisson sucrée dans la bouche sans l'avaler, et donc sans qu'elle puisse servir de source énergétique pour le corps et pour le cerveau, pour créer ces effets anti-déplétion. Donc il semble que ce soit un effet psychologique plutôt qu'un effet biologique. On s'est aperçu aussi que l'effet de déplétion était très sensible aux croyances des participants. Si on manipule leurs croyances, par exemple, si on leur propose la théorie en leur disant que le contrôle épuise les ressources et qu'il y a un effet rebond, quand on a épuisé ces ressources, on n'en a plus, eh bien les volontaires vont effectivement montrer le comportement attendu. Maintenant, si on leur propose la théorie contraire, ils vont se conformer à la théorie contraire. Donc il semble que les effets soient extrêmement psychologiques. Et puis il y a d'autres types de problèmes. Par exemple, on peut montrer que si on augmente les incitations monétaires pour bien performer dans la deuxième tâche qui révèle la fatigue, on va aussi contrer les effets déplétion. Donc il semble que les ressources ne sont pas épuisées, puisque si on motive le participant, alors il est capable de retrouver des bonnes performances. Et puis les derniers problèmes qu'on peut citer, c'est que, bon, c'est pas très adaptatif, c'est-à-dire que si vraiment on épuisait nos ressources de contrôle en 30 secondes parce qu'on ne mange pas le cookie sur la table, on se demande comment on aurait pu survivre dans des environnements relativement hostiles au cours de l'évolution. Et puis il y a un autre problème, c'est que le glucose sanguin n'explique pas la spécificité, c'est-à-dire que pourquoi ce serait la capacité de contrôle qui serait sensible au taux de glucose sanguin et pas d'autres capacités cognitives, la vision par exemple. Je peux voir le monde pendant des heures, je peux contempler la mer ou la télévision pendant des heures, le monde ne va pas s'éteindre, donc la vision continue à tourner, bien qu'elle consomme aussi du glucose comme les autres parties du cerveau. Et il n'est pas du tout clair d'ailleurs que des tâches cognitives importantes, exigeantes, consomment plus de glucose que des tâches simples, voire même que le cerveau au repos, voire même que le cerveau pendant le sommeil. Ça, ce sont des questions qui sont encore débattues. Donc beaucoup de critiques, et le coup de grâce, en quelque sorte, sur cette théorie a été apporté par une tentative de réplication préenregistrée, multilabo, à travers le monde. Donc ce qu'ont fait les gens, c'est qu'ils ont demandé à Roy Baumeister, qui est le père de la théorie ego depletion, de proposer le paradigme qui, selon lui, était le meilleur, le plus fiable pour reproduire les effets. Ils ont fait, donc c'était préenregistré, ils ont fait un appel à contribution à l'international, et 25 labos ont participé, et ils ont rapporté leurs effets dans ce papier. Et ce que vous avez ici, c'est l'intervalle de confiance de l'effet principal, c'est-à-dire la performance chez les gens qui sont censés être déplétés et les gens qui ne sont pas déplétés. Et ce qu'on voit, c'est que 0 est dans l'intervalle de confiance. Donc en fait, il n'y a pas d'évidence empirique en faveur de cet effet de déplétion. Donc on va pouvoir classer cette théorie dans les archives de l'histoire des... je ne sais pas s'il faut dire psychologie sociale ou neurosciences cognitives, mais peut-être qu'on peut garder par contre l'idée que
d'une ressource commune, qui serait celle du contrôle cognitif, et qui, d'une façon ou d'une autre, serait altérée par les performances, de telle sorte que ça va retentir sur les performances ultérieures. Alors, brièvement, d'autres façons de mesurer la fatigue qui ont été utilisées. Vous avez des mesures cérébrales. On sait que le contrôle cognitif, que j'utilise ici comme synonyme de contrôle exécutif, active certaines régions, j'en ai parlé, notamment le cortex préfrontal latéral. Eh bien, si il est altéré d'une façon ou d'une autre par des tâches cognitives, on devrait voir des changements d'activité. On peut aussi s'intéresser à des mesures physiologiques qui seraient plus périphériques que des mesures centrales cérébrales, qui signent l'activation du système nerveux autonome, qui serait un reflet indirect de l'effort cognitif. On va en reparler, notamment avec des mesures de dilatation de la pupille. Alors, la mesure de la fatigue que je vais vous proposer dans la suite, c'est celle qu'on a utilisée au laboratoire, et elle fait intervenir la décision. Donc, comme le professeur Dehaene l'a annoncé, c'est en fait mon domaine d'expertise, la prise de décision. Et pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à la décision? À cause d'observations qui ne sont pas des observations de laboratoire, qui sont des observations de terrain. On s'est aperçu qu'au cours d'une journée, au cours du temps, les décisions allaient varier. Je vous présente ici, par exemple, la prescription d'antibiotiques par des médecins professionnels au cours d'une journée, donc entre le matin et le milieu de l'après-midi, et on voit qu'elle augmente, et elle augmente même pour les maladies pour lesquelles les antibiotiques ne devraient pas être prescrits, ne sont pas une indication, par exemple la grippe. Donc on voit que ces décisions, qui sont quand même des décisions importantes, bougent au cours de la journée. Et peut-être encore plus important, dans le domaine judiciaire, vous avez ici le pourcentage de libérations sur parole qui sont accordées à des prisonniers par un ensemble de juges. Donc c'est le pourcentage de réponse oui, on va libérer le prisonnier sur parole en fonction de l'heure de la journée. Et on voit que ces décisions diminuent depuis le matin jusqu'à la pause du midi. Là, les juges vont déjeuner, ils reviennent. Le taux d'acceptation remonte, redescend jusqu'à la pause du goûter, remonte, etc. Alors, il y a des critiques sur ces papiers, il ne faut pas toujours les prendre pour argent comptant. Notamment la question sur ce dernier papier, c'est est-ce que les dossiers étaient vraiment pris aléatoirement ou est-ce qu'ils étaient triés préalablement, de sorte que les dossiers qui étaient traités le matin n'étaient pas tout à fait les mêmes que ceux qui étaient traités l'après-midi. Mais comme il y a quand même de multiples observations de terrain sur ces décisions qui changent au cours de la journée, je pense qu'on peut garder cette idée que le phénomène est réel, même si une étude particulière peut avoir des défauts. Et donc on s'est dit que les décisions allaient peut-être nous révéler un état de fatigue cognitive. Alors quel type de décision? Là on s'est inspiré cette fois-ci d'expériences de laboratoire, donc ce ne sont pas des observations de terrain, à partir d'une technique qui s'appelle la TMS, qui permet d'inhiber une région du cerveau en particulier, de l'extérieur, en appliquant une bobine, et notamment d'inhiber des régions du cortex préfrontal latéral, donc celui qui est impliqué dans le contrôle cognitif, dont je vous parlais au début. Et on va regarder l'effet sur des choix dits intertemporels. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un choix entre deux options, comme ces deux-là, qui font intervenir des récompenses, par exemple monétaires, à différents moments dans le temps. Par exemple 10 € maintenant ou bien 11 € demain. Et ce qu'on observe, c'est que si on applique la TMS sur le cortex préfrontal latéral, donc on inhibe cette région, on diminue l'application du contrôle cognitif pendant les choix vont se déporter plutôt sur les récompenses immédiates. Donc les participants sont plus impulsifs dans ce sens-là. Ils préfèrent les récompenses à court terme que les récompenses à long terme. Et donc c'est la question qu'on va poser dans la suite. Ici, la TMS, évidemment, c'est une technique vraiment très artificielle de laboratoire, mais est-ce que ça peut se produire spontanément dans la vie courante? Je fais un travail exigeant, est-ce que je peux perdre mes capacités de contrôle et prendre des décisions plus impulsives dans les choix intertemporels? Alors juste pour récapituler cette notion de fatigue cognitive que je propose, donc on a dit le substrat biologique, ce n'est pas le glucose dans le sang, mais ça va être le cortex préfrontal latéral, et on va pouvoir le vérifier en utilisant l'imagerie cérébrale. L'échelle de temps n'est pas celle de quelques minutes, comme dans les études ego depletion, mais plutôt d'une journée entière, voire de plusieurs semaines d'entraînement. On va voir des exemples dans la suite. Et puis le mécanisme, ça c'est important, ce n'est pas un pur
épuisement des ressources, mais c'est plutôt ce que j'appellerais une adaptation coût-bénéfice. Donc ce n'est pas que je ne peux plus exercer du contrôle, parce que j'ai perdu la capacité, mais c'est que exercer du contrôle devient plus coûteux, et donc je vais le faire à bon escient, si ça vaut vraiment la peine, et sinon je vais lâcher l'affaire. Donc il y a un niveau motivationnel au-delà de l'altération du contrôle. Voici le genre de protocole qu'on a utilisé. Alors ça dure longtemps, hein. Vous avez les volontaires qui viennent au laboratoire pendant plus de 6 heures d'affilée et qui font ces tâches pénibles que j'ai utilisées au début, que j'ai appelées NBAC et NSwitch, avec les séquences de lettres, et de temps en temps font des choix intertemporels entre une récompense immédiate et une récompense plus importante, mais différée. Et vous avez donc différentes conditions expérimentales. Vous avez un groupe ici qui va faire des versions difficiles des tâches, par exemple 3 bacs au lieu de 1 bac. Un groupe qui fait les versions faciles, donc 1 bac. Et puis il y a un groupe, ça c'est le contrôle supplémentaire pour l'ennui, qui va être autorisé à surfer sur le net pour voir des vidéos ou bien à lire des journaux en ligne et qui donc n'a pas de tâches imposées particulières. Donc ça, ce sont les deux contrôles. Et puis le groupe qui nous intéresse pour révéler les aspects fatigue, c'est évidemment celui qui fait les tâches difficiles. Alors voilà le comportement de ces participants. Ici, c'est la performance. Donc c'est le taux de choix correct dans la tâche cognitive, par exemple 3 bacs ou 1 bac. Vous voyez qu'il est très élevé parce qu'en fait, on a entraîné les participants la veille pendant un long moment jusqu'à ce qu'ils soient au-dessus de 90% de réponses correctes. Et il n'y a pas d'interaction entre la difficulté et la durée. Il y a un léger déclin, mais parallèle entre les deux conditions. Par contre, ici, on a une interaction. Qu'est-ce que c'est que cette mesure? C'est le taux de choix impulsif. Donc la fréquence avec laquelle les participants choisissent la récompense immédiate. Et on voit que ce taux augmente quand on fait un travail difficile, mais pas quand on fait un travail facile. J'ai oublié de dire que le jour qui précède l'expérience, on calibre les options. En fait, on cherche les points d'indifférence des sujets, donc les options pour lesquelles les sujets vont prendre l'une ou l'autre à 50%. Et c'est pour ça qu'au début de la journée, tout le monde part à 50% de choix impulsifs, même si en fait les options sont différentes parce qu'on les a adaptées aux préférences personnelles des différents individus. Mais donc, si on fait un travail facile, l'impulsivité ne bouge pas. Travail difficile, elle augmente. Maintenant, les résultats dans le cerveau. L'activité qui va changer, c'est en fait l'activité qu'on observe pas dans la prise de décision, donc pendant les choix. Et il y a une seule région qui montrait une interaction significative, c'est ce gyrus frontal moyen, qui fait donc partie du cortex frontal latéral, dont l'activité était maintenue chez les participants qui font les tâches faciles, mais diminuée chez ceux qui faisaient les tâches difficiles. Donc on a deux effets de la fatigue. Un effet comportemental, je suis plus impulsif dans mes choix. Un effet cérébral, je n'active plus les régions du cortex préfrontal responsable du contrôle cognitif. Alors on peut se demander si ces deux effets sont deux effets d'une même cause, ou bien si l'un, l'effet cérébral, mais dit l'autre, l'effet comportemental. Je vous passe on peut faire ça avec des statistiques bayésiennes. On peut essayer de déterminer quel est le modèle le plus probable. C'est en fait donc le modèle de la chaîne causale, où l'altération cérébrale médit l'effet du travail sur le changement comportemental. On peut le voir aussi sur des corrélations entre les individus. On voit que les individus qui, à la fin de la journée, ont l'activité la plus basse dans leur cortex préfrontal sont aussi ceux qui se montrent les plus impulsifs dans les choix. Donc il y a bien un lien entre ces deux types d'effets. Je vous montre une réplication de la même idée. C'est le même principe pour l'expérience. Simplement, on a changé la tâche qui fatigue. C'est une tâche en quelque sorte plus naturelle. On a invité des étudiants en médecine à venir réviser leurs examens au laboratoire. Et donc, vous avez 4 séances de révision ici, qui sont entrecoupées par des séances d'examen. Donc, ce sont des examens blancs. On leur pose des questions sur les chapitres qu'ils viennent de réviser. On leur fait aussi des choix intertemporels de ce type-là, récompense immédiate versus récompense différée. Et on obtient le même type de résultat, c'est-à-dire une augmentation de l'impulsivité au cours de la journée. Et on va essayer d'aller un petit peu plus loin ici en appliquant des modèles computationnels sur la décision pour essayer de mieux caractériser ce qui a changé
dans la décision. Je vous montre ici donc la probabilité de prendre la récompense immédiate en fonction de la différence de valeur subjective entre les deux options, la récompense immédiate et la récompense différée, entre la première session de la journée en bleu, première session de révision d'examen, et dernière session en orange. Et ce qu'on voit, c'est en fait un shift, un déplacement complet de la courbe, ce qui nous dit que les choix ne sont pas plus aléatoires. S'ils étaient plus aléatoires, on verrait au contraire un changement de pente, on aurait une courbe qui deviendrait plate, mais simplement un bonus additif pour les récompenses immédiates. Et donc ça correspond à un certain paramètre dans le modèle computationnel très simple qu'on va appliquer au choix. En fait, dans ce modèle, vous avez deux fonctions. Vous avez une fonction qui vous donne la valeur subjective de l'option en fonction de la récompense, donc le montant monétaire, par exemple 10 €, et du délai, par exemple dans une semaine. Et puis vous avez une fonction de choix, qui est simplement une fonction sigmoïde, dans un choix binaire, qui vous donne la probabilité de choisir la récompense immédiate en fonction de la différence de valeur entre les deux options, plus un biais. Et donc il vient là, en fait, le biais additif en faveur de l'option immédiate. Et quand on ajuste ce modèle au choix des participants, c'est-à-dire qu'on change les paramètres pour que le modèle reproduise au mieux les choix des participants, il faut imaginer qu'on donne au modèle en fait la même tâche que celle que font les sujets humains. On lui présente les mêmes options, essai après essai, et il fait un choix, comme fait le participant. Et donc on va ajuster les paramètres du modèle pour que les choix du modèle soient le plus proche possible des choix des participants. Et quand on fait ça, on voit bien que c'est le biais, donc le paramètre de biais, qui va augmenter au cours d'une session qui fatigue, et pas les autres paramètres qui ont à voir avec le taux de décompte ou bien la stochasticité, le caractère aléatoire des choix. Par contre, il n'y a pas de changement dans la performance à l'examen, de même qu'on n'avait pas de changement dans la performance en NBAC, ce qui renvoie encore une fois au fait que ce n'est pas qu'on perd une capacité. Les sujets sont motivés pour réussir leurs examens, donc ils maintiennent leur performance, ils compensent en quelque sorte, mais par contre dans la décision, ils vont exprimer que le coût a augmenté, le coût du contrôle a augmenté, ils emploient moins de contrôle et ils sont plus impulsifs. Quand on regarde les rapports subjectifs, c'est bien le rapport subjectif de fatigue qui augmente au cours de la journée, pas d'autres construits ou d'autres étapes psychologiques, qui seraient le stress par exemple, qui est plat, ou bien la faim, qui un petit peu trivialement augmente au cours de la journée, sauf entre les sessions 3 et 4 à cause de la pause sandwich ici. Okay. Alors maintenant, je vais poser la question. On a en fait traité des conséquences de la fatigue cognitive. On a vu que ça changeait les choix et l'activation du contrôle cognitif. Maintenant, je vais un petit peu m'intéresser aux causes. Et la question devient pourquoi est-ce que le coût du contrôle cognitif augmenterait lorsque je fais un travail difficile. Et vous avez plusieurs groupes, classes de théories dans la littérature, vous avez plusieurs camps en fait qui s'opposent. Vous avez des gens qui parlent d'une altération purement fonctionnelle ou motivationnelle. Ils vont nous expliquer par exemple, ces gens-là, que lorsqu'on est fatigué, c'est simplement qu'on change de but. On a des buts du type du devoir, ils appellent have to goals en anglais, qui vont être actifs pendant un certain temps, mais au bout d'un certain moment, on va switcher sur des buts de loisirs ou de récupération qui s'appellent les want-to-goal. Personnellement, je n'aime pas beaucoup ce genre de théorie parce que j'ai l'impression qu'elle est gratuite, c'est-à-dire qu'on peut toujours expliquer un changement de comportement par un changement de but, et ça n'explique pas ce qui se passe, en tout cas les mécanismes causaux de ce changement de but, s'il existe. Et ensuite, vous avez l'autre camp qui propose une altération biologique. Alors, on a déjà vu la théorie de Baumeister avec le glucose sanguin qu'on a éliminé, mais vous avez d'autres théories biologiques qui ont à voir pas avec le sang, mais avec le cerveau. Et là encore, vous avez plusieurs sous-classes de théories. Vous avez l'idée d'une déplétion de ressources énergétiques, mais cette fois-ci dans le cerveau. Par exemple, le glycogène qui est stocké par les astrocytes pourrait s'épuiser, ou peut-être la glycolyse pourrait devenir insuffisante, peut-être que le lactate qui est fourni par les astrocytes ne suffirait pas à compenser. Ça, c'est une première classe de théorie. Et une deuxième classe de théorie, ça va être l'accumulation
de produits dérivés qui peuvent être potentiellement toxiques pour le cerveau et qui feraient qu'on fatigue. Donc comment est-ce que ça se passe dans les choix que je vous ai présentés? En fait, dans ce type de choix, donc les options sont présentées à l'écran, donc les options elles-mêmes sont représentées dans le cortex visuel. La valeur des options, je vais passer sur ce processus, est estimée et calculée dans ce qu'on appelle le cortex préfrontal ventromédian. Donc ici au milieu, des fois on dit orbitofrontal parce qu'il est derrière les orbites oculaires. Et puis le résultat, les valeurs des options sont comparées et la meilleure option est sélectionnée et le plan d'action est envoyé ensuite au cortex moteur pour implémenter la décision. Et donc par-dessus ces processus de premier niveau, vous avez un processus de second niveau qui va être le contrôle, qui va permettre de valoriser les options différées, donc les conséquences à long terme de mes actions par rapport aux conséquences à court terme. Et ce que je propose, c'est que vous avez un troisième niveau, qui va être le métacontrôle, qui régule le niveau du contrôle. Et qui ne régule pas n'importe comment, en fonction d'un rapport entre les coûts et les bénéfices. Donc il y a un certain intérêt à exercer du contrôle, pour avoir une bonne performance, pour faire des bons choix, mais il y a aussi un certain coût, et ce coût serait lié, donc suivant la théorie, soit au fait qu'on épuise des ressources énergétiques, mais cette fois-ci dans le cerveau, ou bien qu'on accumule des substances potentiellement toxiques. Et comment est-ce qu'on va tester ce genre de théorie? En faisant de la spectroscopie. On peut, chez le volontaire humain, à l'aide de l'IRM, mesurer les métabolites dans son cerveau. Et donc, c'est ce qu'on va faire au cours d'expériences qui reprennent un petit peu les mêmes tests comportementaux que ceux que j'ai présentés au début. Donc, vous avez à nouveau les séries de lettres avec les tâches de mémoire de travail et d'alternance. Vous avez à nouveau les choix, mais cette fois-ci, on ne fait pas simplement des choix intertemporels, on fait aussi des choix qui implique de l'effort, on appelle ça effort discounting en anglais, mais le principe est le même, c'est est-ce que vous préférez une récompense peu coûteuse, donc sans délai, récompense immédiate et sans effort, j'ai rien à faire, ou bien une récompense plus importante, mais plus coûteuse, parce qu'elle va intervenir plus tard, et parce que je dois fournir un certain niveau d'effort, et on a essayé plusieurs types d'efforts, ça peut être un effort cognitif, par exemple continuer la même tâche, ou bien un effort physique, par exemple pédaler sur un vélo d'appartement. Ensuite, vous avez les mêmes conditions expérimentales, un groupe qui fait les versions faciles des tâches, un groupe qui fait les versions difficiles, et donc on va commencer par comparer leur comportement. Au niveau de la performance, c'est comme la première fois, ça ne bouge pas vraiment, il n'y a pas d'interaction. Au niveau de la perception subjective rapportée, vous avez bien une augmentation, mais sans interaction avec la session, je veux dire entre groupe et session. Par contre, vous avez une interaction sur, alors là, je vous montre directement le paramètre computationnel que j'ai appelé le low-cost bias, parce qu'il vaut à la fois pour l'effort et le délai. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que si ce paramètre augmente, ça veut dire que les participants préfèrent les options qui ne comportent ni effort ni délai. Et donc c'est ce qui se passe en fait quand on fait les tâches difficiles au cours de la journée ici. Quel que soit le type d'effort, qu'il soit physique ou cognitif, mais on n'observe pas d'effet dans une tâche de choix-contrôle qui implique un autre type de coût qui est le risque ou la probabilité et qui ne fait pas intervenir de contrôle cognitif puisqu'il s'agit simplement de regarder les résultats d'une loterie. Donc ce sont bien les choix qui impliquent du contrôle qui vont bouger avec la fatigue. Et là, donc on n'avait pas l'IRM fonctionnel pour voir l'activation des régions du contrôle cognitif dans le cerveau, mais on a un reflet indirect avec la taille de la pupille qui peut traduire un effort cognitif, et on voit que cet effort, pendant les choix, diminue chez le groupe qui fait les tâches difficiles par rapport à l'autre groupe. Alors pour ce qui est des résultats de spectroscopie, on va réfléchir un petit peu sur ce qu'on attend du résultat. Ça, ce serait le modèle en quelque sorte théorique. Donc le contrôle cognitif ici est au centre. À quoi il sert? Dans les tâches, à maintenir la performance par rapport à ce que ferait un automatisme ou une routine. Dans les choix, à prendre une meilleure décision par rapport à simplement choisir l'option par défaut. Ce contrôle cognitif est régulé par les tâches de métacontrôle en fonction des bénéfices qui sont liés par exemple au fait de bien performer dans la tâche. J'ai oublié de dire que quand on fait ces tâches cognitives, chaque réponse correcte était payée au participant, donc il avait un intérêt financier à maintenir sa performance.
Et puis de l'autre côté, vous avez les coûts du contrôle, et donc c'est ça qui caractérise la fatigue, l'augmentation du coût du contrôle, qui serait lui-même lié au changement métabolique, soit sous l'angle de l'accumulation d'une substance, soit sous l'angle de la déplétion d'une certaine substance. Et c'est ce coût, selon moi, qui serait, auquel on aurait un accès, mais partiel, brouillé, biaisé, lorsque on rapporte un état subjectif de fatigue. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quelle que soit la théorie, que ce soit un épuisement des ressources ou une accumulation des toxiques, on attend en fait une triple interaction entre la session dans la journée, le groupe tâche facile, tâche difficile, et la région cérébrale. Le cortex préfrontal va s'épuiser, le cortex visuel primaire, V1 ici, ne va pas s'épuiser. Et donc c'est ce genre d'interaction triple qu'on va chercher et qu'on a trouvé, sinon je ne vous raconterai pas la manip, particulièrement dans cette mesure-là, qui est la diffusion du glutamate. Alors pourquoi la diffusion? Donc la diffusion, c'est lié au mouvement des molécules dans le cerveau. Et en fait, le coefficient de diffusion, il dépend du compartiment dans lequel se trouve la molécule. S'il est dans des vésicules à l'intérieur de la cellule, ce sont des compartiments restreints, fermés, où la diffusion va être faible. S'il est dans la synapse, donc l'espace entre deux neurones, la diffusion va être au contraire plus importante. Et c'est la diffusion de glutamate, donc c'est le neurotransmetteur le plus commun dans le cerveau. Et le fait qu'il s'accumule quand on fait un travail difficile ici, par rapport au travail facile, nous dit que, en tout cas, l'interprétation serait qu'on accumule du glutamate au cours de la journée dans les fentes synaptiques du cortex préfrontal latéral. Alors pourquoi c'est embêtant? Parce que le glutamate peut interférer avec la transmission de l'information entre des neurones à très haute dose, mais on n'atteint pas ces doses avec la fatigue, mais à très haute dose, il peut même créer des crises d'épilepsie. Donc il y a toute une machinerie cellulaire ou moléculaire qui permet de recycler le glutamate, soit de le retransporter à l'intérieur du neurone, soit de le convertir en glutamine dans les astrocytes, qui sont d'autres cellules du cerveau. Et l'idée serait ici que la fatigue permettrait une régulation, non pas au niveau moléculaire, mais au niveau cerveau entier. Ce serait un signal qui nous dirait d'arrêter de travailler parce qu'on est à risque d'accumuler trop de glutamate. J'ai fini les résultats d'expérience. Si on fait, comme tout à l'heure, la corrélation entre, mettons ici, la diffusion de glutamate dans le cortex préfrontal et le paramètre de biais dans les choix, on a bien une corrélation entre les individus, ici chaque point d'un individu. Donc plus j'accumule du glutamate dans le cerveau et plus je deviens impulsif dans mes choix. Donc pour résumer, on a dosé le glutamate qui est un pic particulier du spectrogramme ici. On s'est aperçu que dans le cortex préfrontal, entre le début et la fin de la journée, il y avait une augmentation de ce pic. Et ça nous fournit une raison potentielle pour laquelle on aurait ce signal de fatigue qui nous empêche de travailler trop longtemps. Ce serait simplement une façon de réguler l'accumulation de glutamate dans la cellule. Alors pour terminer, je voudrais vous montrer une application clinique de ce concept de fatigue cognitive. Et c'est en fait un syndrome qu'on trouve dans le sport chez les athlètes d'endurance, qui s'appelle le syndrome de surentraînement. C'est une forme de burn-out. Là, vous avez un exemple, ce joueur est célèbre aux États-Unis, il s'appelle Landon Donovan. C'est un joueur de soccer, donc c'est du football, mais avec le nom américain. Il s'est arrêté du jour au lendemain, il s'est retiré de la compétition, il s'est plaint d'une fatigue à la fois morale et physique intense, et en fait, il n'est jamais revenu à la compétition. Et c'est pas très rare, en fait. Vous avez des athlètes qui s'épuisent comme ça, quelquefois qui dépriment, qui se retirent de la compétition, quelquefois ils reviennent après plusieurs mois ou années, quelquefois ils ne reviennent pas. Évidemment, c'est un syndrome qui est très embêtant, à la fois pour les athlètes eux-mêmes et pour les coachs. Et donc le point de départ de cette étude, c'était l'INSEP. L'INSEP, c'est l'institut qui en France entraîne les athlètes de très haut niveau, par exemple pour les JO, qui était venu nous voir à l'Institut du cerveau pour nous soumettre ce problème du surentraînement. Pourquoi c'est un problème? Parce qu'ils n'arrivaient pas ni à le prédire, quand est-ce que ça va survenir chez un athlète, ni même à le comprendre, et ni à le traiter, à le prendre en charge. Alors en fait, ce syndrome, il est compliqué parce que vous avez dans ce syndrome
des symptômes qui sont communs avec la dépression. Vous avez perte de sommeil, perte d'appétit, irritabilité, perte de motivation, donc tout un ensemble de choses, en plus de modifications cardiaques et endocriniennes, qui rendent le syndrome un petit peu compliqué à appréhender. Mais en fait, on peut se mettre dans une situation plus facile, qui serait en fait l'état qui précède le surentraînement. Alors en anglais, c'est overtraining versus overreaching, on va dire peut-être surmenage ici. Et la courbe que vous avez là, c'est une courbe que vous pouvez voir dans les salles de gym qui vous montre comment votre fitness physique va changer en fonction de la charge de travail que vous allez vous imposer sur les agrès de la salle de sport. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, plus on s'entraîne et plus on est fit, mais jusqu'à un certain point, vous avez une courbe en U inversée, où vous allez arriver ici dans la zone de bascule, surmenage, et puis dans la zone de surentraînement, vous allez perdre en fitness et peut-être développer un syndrome d'épuisement. Et donc nous, on s'est mis dans la zone verte ici, pour avoir le syndrome de surmenage pur sans les complications qui ressemblent à la dépression. Et donc on s'est dit peut-être ce qui se passe chez ces athlètes, c'est la même chose en fait que la fatigue du contrôle cognitif. Pourquoi? Parce que ce sont des athlètes d'endurance. Je vais prendre l'exemple du triathlon après. Donc vous savez, ce sont des épreuves très longues où on nage, on pédale et on court pendant plusieurs heures. Et l'automatisme quand on fait ça, du moins je l'imagine, c'est évidemment de s'arrêter. Ça commence à faire mal dans les muscles, dans les articulations. Vous avez un automatisme dans le cerveau qui vous dit « ça fait mal, je m'arrête ». Pour passer par-dessus l'automatisme, il faut employer du contrôle cognitif. Et en fait, ces athlètes sont non seulement des athlètes des contractions musculaires, mais aussi des athlètes du contrôle cognitif. Et donc, ce qui se passe, c'est peut-être qu'à long terme, vous avez un épuisement chez les athlètes de ces ressources de contrôle. Et donc, voilà le genre d'expérience qu'on peut faire avec l'INSEP. Donc l'entraînement a été pris en charge par l'INSEP. Vous avez un groupe qui ici s'est entraîné normalement. Et donc dans la phase critique ici, qui a duré 3 semaines, normalement ça veut dire 10 heures par jour de course, nage et vélo. Et la phase qu'on va appeler surentraînement ou surcharge d'entraînement, vous avez une augmentation de 40%. Donc ils font 14 heures par jour d'entraînement. Et ils venaient nous voir à l'Institut du cerveau à la fin de cette phase critique. Et on va pouvoir comparer les deux groupes. On va faire des mesures, à la fois comportementales et aussi des mesures cérébrales. Alors les tests, vous n'êtes pas surpris, ce sont les mêmes qu'auparavant. Vous avez des tests de contrôle cognitif, vous avez des choix intertemporels. En fait, l'expérience était divisée en 2 sessions. Vous avez une première session ici dans l'IRM. Ensuite, on demandait aux athlètes de faire un contre-la-montre d'1 heure, donc de faire la distance la plus longue possible sur le vélo qui était en fait dans l'environnement IRM. Et puis ensuite, ils recommencent. Deuxième session d'IRM. Pourquoi on faisait ça? Parce qu'on voulait voir s'il pouvait y avoir un effet aigu du contre-la-montre sur la fatigue. Effet qu'on n'a pas observé. Donc je vous le dis tout de suite, il n'y a pas d'effet à court terme d'1 heure de vélo, ni sur le cerveau, ni sur le comportement, mais il y avait un effet de l'entraînement, c'est-à-dire un effet entre les groupes. Donc je compare ici le groupe contrôle en vert et le groupe surentraîné en rose. Sur la performance au vélo, donc vous voyez que ceux qui sont surentraînés ont des performances qui sont diminuées. Ils ont aussi une sensation d'effort qui est accrue. Pour une même performance, ils vont rapporter une impression d'effort supérieure par rapport au groupe contrôle. Et dans les choix intertemporels, encore une fois, si on fit le modèle computationnel, on voit que le biais pour le présent, pour les options immédiates, est plus important chez les athlètes surentraînés. Alors je compare maintenant ce qui se passe dans l'IRM. Donc les deux rectangles ici, ce sont les 2 sessions avant et après le contre-la-montre, et les couleurs, ce sont les 2 groupes. Donc vous avez bien une augmentation du biais, ça c'est pour l'impulsivité des choix. Pas de changement dans la performance cognitive, donc même quand on est surentraîné, on peut compenser. Du point de vue du cerveau, l'activité du cortex préfrontal pendant les tâches cognitives était la même, donc on peut activer ces régions, elles ne sont pas perdues, mais par contre pendant les choix, on ne les active plus. Et c'est pour ça qu'on est plus impulsif, parce qu'encore une fois, il y a une corrélation entre l'activité du préfrontal pendant les choix et le taux d'impulsivité dans les choix observés. Et bien j'arrive au bout. Donc pour résumer les messages principaux de l'intervention, on a parlé des origines de la fatigue cognitive, on a dit qu'elle était due à l'exercice intense et prolongé de contrôle cognitif.
ce qui produit des changements neurométaboliques, comme l'accumulation de glutamate dans les synapses du cortex préfrontal latéral. Alors, je vous dis que c'est une découverte récente. Il ne faut pas forcément penser que le glutamate est la cause de la fatigue cognitive, parce que, en vérité, on a utilisé des séquences en spectroscopie qui ciblaient le glutamate et les métabolites dérivés. Donc, on n'a pas un spectre exhaustif de tous les métabolites dans le cerveau. Et la cause réelle de la fatigue pourrait en fait être n'importe quel métabolite dont la concentration, la diffusion est corrélée à celle du glutamate. Mais ça nous donne quand même une raison de principe pour avoir cette fatigue cognitive. Je suis en danger parce que j'accumule des toxiques, et donc j'ai une régulation du contrôle cognitif qui vient s'exercer. Et les conséquences de cette régulation, c'est que je vais avoir du mal à mobiliser le contrôle cognitif pendant la prise de décision, et ça va se manifester par des choix plus impulsifs qui privilégient le court terme par rapport au long terme. Je vais m'arrêter sur ces conclusions, simplement en vous montrant, ça c'est mon équipe devant l'Institut du cerveau, avec deux étudiants extraordinaires maintenant en poste, Bastien Blin qui a fait les études d'IRM fonctionnel et Antonius Willer qui a fait les études de spectroscopie. Merci.